Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Right now. Holocratie. Bonjour à tous, bienvenue à la maison. Je suis triplement content d'être là ce soir. Premièrement parce que c'est la première session de Holocratie à Nantes et je suis content de la débuter. Deuxièmement parce que c'est à la maison, donc bienvenue à la maison, toujours cool de jouer à domicile. Et troisièmement parce que je partage la scène avec Stéréo Super, avec qui on bosse depuis des années. Et j'en profite pour les remercier pour tout le super boulot qu'ils font. Vous pouvez aller voir notre site web par exemple et toutes les versions successives. Je vous recommande chaudement de travailler avec eux. Donc, je suis content de venir vous faire un retour d'expérience sur notre utilisation des OKR à Keneo. Donc, qui suis-je Qui est-ce Nicolas Dupont, donc je suis cofondateur et VP Engineering à Keneo. Ça, c'est la journée. La nuit, j'aime bien l'open source, les game jams, les chats, les bières, faire de la cuisine, particulièrement des barbecues. Ce soir, c'est un peu compromis. Pour vous donner un peu de contexte sur les OKR, c'est quoi la mission d'Akeneo, et ce depuis 2013, c'est d'aider nos clients à structurer et enrichir de la donnée produit pour qu'elle soit de la meilleure qualité possible afin de la diffuser sur différents canaux de vente que sont par exemple un site e-commerce, une application mobile ou un catalogue papier. Toujours sur le contexte, on a commencé en début 2013, on était une toute petite équipe de 7 personnes. On n'avait pas de bureau, on n'avait pas de produit, on commençait à le construire ensemble, la première version open source de notre outil, et on avait à peu près 2 clients. Bon, ça dépend selon les forces de l'ordre ou les manifestants, peut-être 3. En 2019, aujourd'hui, on est 160 personnes dans l'équipe, on a 6 bureaux, ici c'est le headquarter, mais on a également des bureaux à Boston, Düsseldorf, Tel Aviv, Londres et Madrid. On a 3 produits différents. On a plus de 300 clients enterprise et le plus important, on a 2 pubs. Un ici, le Shakip, et un à Boston, le Barking Spider. En fait, la vraie raison de faire tout ça, c'est les pubs. Mais le soft, c'était plus facile. Et la question, en grandissant autant et vite, c'est comment grandir mais sans perdre ce qu'on aime et ce qu'on chérit quand on est une toute petite boîte et une toute petite start-up. C'est le sens de tout ce qu'on fait, l'impact que chacun a dans ce qu'il construit. Et c'est facile quand on est 5, parce que quand on est 5, 20% de tout ce que fait la boîte, c'est toi qui le fais. Quand tu es 100 ou 1000, c'est un peu différent. Garder aussi l'alignement, aller ensemble dans la même direction. Conserver l'ownership ou l'appropriation, c'est mon problème, il me tient à cœur et je suis responsable de le résoudre. Et enfin, garder l'efficacité, c'est tellement facile de faire 2 fois moins à 2 fois plus que ça pose des vraies questions en termes de passage à l'échelle. Ça, c'est l'équipe produit et ingénierie en 2017, quand on a commencé à utiliser les OKR. On était à peu près 25 à l'époque, on est 54 aujourd'hui. Alors les OKR, qu'est-ce que c'est? On entend beaucoup parler. Peut-être rapidement, qui a déjà entendu parler des OKR? Ok, qui les utilise? Ok. Donc, les OKR, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode, un framework qui permet de définir des objectifs qu'on veut ambitieux et de suivre le résultat de ce qu'on réalise pour atteindre cet objectif. C'est une méthode qui n'est pas toute jeune, c'est une méthode, les premières traces qu'on en trouve dans la littérature, c'est dans ce bouquin, High Output Management. D'ailleurs, c'est un des meilleurs bouquins de management que j'ai jamais lu, je vous le conseille. C'est écrit par Andrew Groove, qui était le PDG de Intel à l'époque. Il ne parle pas encore d'OKR, mais c'est exactement la méthode. En fait, ça a été popularisé après par Google. C'est des anciens de Intel qui sont arrivés chez Google et qui ont commencé à l'utiliser en interne. Et c'était utilisé de plus en plus par toutes les startups, en particulier de la vallée, avant de s'étendre à d'autres industries. Comme plein de méthodes de management, elle est simple par les concepts et elle est très dure à mettre en place. Donc les concepts, c'est quoi? C'est les objectifs. Donc l'objectif qu'on veut ambitieux, inspirant. Les key results, qu'est-ce que c'est un key result? C'est une métrique, c'est une façon de mesurer le progrès sur cet objectif. On reviendra là-dessus par des exemples. Et la cadence, le rythme qu'on donne, à quelle fréquence on définit des objectifs, on les suit et qu'on redéfinit de nouveau. La cadence type, c'est le trimestre, généralement dans notre industrie, ou le quarter. Alors on va prendre un vrai exemple pour que ce soit plus parlant. Ça, c'est les OKR actuels, donc 2019, deuxième quarter pour l'équipe SRE, Site Reliability Engineering, also dit également appelé Platypus. Cette équipe, elle est en charge de la production de nos plus de 300 clients enterprise. Être sûr que ça marche tout le temps, 24/7, s'il y a un problème, on répare. Et donc également support et astreinte. Et donc l'objectif
qu'on a défini avec l'équipe pour ce quarter, l'un des objectifs, c'est de faire de cette activité de support et d'astreinte l'activité la plus sereine qui soit. Ce qui peut paraître un peu bizarre pour une activité d'astreinte, on voit le concept, ça sonne la nuit, un truc pété, il faut se réveiller, il faut réparer le truc. Quels sont les key results qui ont été définis par l'équipe pour faire de cette activité une activité sereine? Le premier, c'est de dire on veut réduire à 0 avant la fin du quarter le nombre d'alertes dites faux positifs. C'est-à-dire ça sonne pour rien. C'est le premier truc. Le deuxième qui résulte, c'est de dire on va diminuer de moitié les alertes qui nécessitent une action manuelle. On ne parle pas ici de comment on va le faire, on parle de comment on mesure qu'on va y arriver. Souvent un bon indicateur pour un bon qui résulte, c'est qu'il y a un chiffre dedans. Et on ne parle pas de comment on fait. Deuxième objectif, toujours pour la même équipe, dans un contexte de forte croissance, comment on fait pour accueillir 2 fois plus de clients en production avec une contrainte forte sans grandir la taille de l'équipe. Encore une fois, ça c'est ambitieux. Ce qui a été défini par l'équipe, l'activité de support liée au SRE ne doit pas nécessiter plus d'un plein temps d'un teammate. Il y a évidemment des rotations sur ces activités, mais l'idée de dire si on arrive à faire que toutes ces actions qu'on doit réaliser, ça prend moins d'un plein temps, on est confiant pour être capable d'accueillir 2 fois plus de clients. Autre qui résulte, être capable de diminuer de moitié le temps de réalisation de toutes les demandes que les clients vont faire sur cette infrastructure. Passe. Pourquoi? En disant, et sans dire comment, mais on imagine que c'est en automatisant des choses, en faisant moins manuellement. Parce que si on va 2 fois plus vite, à chaque fois on peut en traiter plus. Ça, c'est des exemples. Évidemment, dans ces 2 ans et demi à utiliser les OKR, on a fait à peu près toutes les erreurs possibles, je pense, ou pas loin. Donc c'est ce que je me propose de vous partager aujourd'hui. L'idée avec les erreurs, toujours un peu comme cette petite chèvre, c'est bien d'en faire, mais de les faire avec le smile and grace, donc avec le sourire, avec grâce et apprendre un truc. Donc la première erreur, c'est le top to bottom, ça ne marche pas, si vous pouviez en douter. Ça, c'est la façon dont on a commencé les OKR chez Akeneo. En gros, à quoi ça ressemblait? Tous les quarters, avec ma binôme et VP Product Emily, on rédigeait des documents, on appelait ça des manifestos, sous la forme d'un one-pager qui disait ceci est l'objectif et voilà les key results, voilà comment on va mesurer qu'on va avancer sur cet objectif en donnant un maximum de contexte. Telle équipe, telle façon de prendre les décisions, tel process, etc. Pourquoi ça ne marche pas? C'est assez logique, c'est parce qu'en fait l'équipe va le vivre comme quelque chose qui est imposé. Et elle n'est pas impliquée, même si on peut évidemment discuter de tous ces éléments-là. Mais c'est vu comme un pur outil du management, qui donc par définition ne sert à rien. Donc l'idée, et on reviendra après, c'est de définir et travailler les OKR avec l'équipe. Deuxième point ultra important, si on veut travailler les OKR avec l'équipe et donc que ça vienne de l'équipe, ces objectifs et ce qui résulte, c'est d'avoir une stratégie de boîte qui est la plus claire possible et non ambiguë. Ici, moi je vois un lapin, je vois un canard ou l'inverse. Non, l'idée c'est que ce soit la même compréhension. Et donc pour ce faire, qu'est-ce que j'appelle une stratégie de boîte claire et non ambiguë et simple et compréhensible? C'est 3 à 5 objectifs pour la boîte par an max. Et c'est une petite liste, et c'est des petites phrases, et c'est simple. Évidemment, derrière, il y a tous les documents de BP, de forecast, de ce qu'on veut, mais l'idée, c'est de pouvoir se raccrocher toujours à cette liste pour savoir ensemble vers où on va. Et donc, par exemple, des exemples, donc ça dépendra évidemment de toutes les boîtes, etc. Dans notre cas, c'est dire on va faire tant de nouveaux millions d'euros de revenus récurrents par an, ou de perdre moins de temps de clients, parce qu'on ne veut pas les perdre, les clients, ou bien de générer de nouveaux revenus depuis une nouvelle offre. Ça, c'est ultra important. Et donc, évidemment, si ce n'est pas vous qui les définissez, c'est les objectifs, tannez votre management, vos execs, vos boss, pour avoir en fait cette idée très claire de où est-ce qu'on va, et de façon simple. Un autre apprentissage intéressant, c'est que trop d'OKR, ça tue l'OKR. Ça, c'est un vrai exemple d'une équipe, je pense il y a 2 ans, qui a une vingtaine de key results. Une vingtaine. Alors évidemment, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? C'est parce qu'on a tellement de choses en parallèle que soit on essaie de faire un petit peu de tout, mais on est déçu du progrès sur chaque. Dans tous les cas, ça démotive ou démoralise l'équipe, on ne se voit pas forcément avancer et on perd beaucoup en focus. Donc l'idée, et ça ressemble à ça, donc, on ne sait pas trop par quel chemin prendre le truc. L'idée, et ce à tous les niveaux, quelles que soient les pratiques, c'est de réduire au maximum le nombre d'objectifs et de qui résultent. Dans la littérature, on trouve 3 objectifs, 3 qui résultent max par équipe, ça dépend des équipes, des activités, de ce qu'on veut.
D'expérience, nous, 2 objectifs et 3 qui résultent max par équipe par quarter. Quand je parle d'équipe, c'est 5 à 7 personnes. C'est largement suffisant. Un autre apprentissage dans cette utilisation des OKR, c'est les objectifs que j'appelle ennuyeux, pour plein de raisons différentes. Donc j'ai pris un petit florilège, hein, il y en a pas mal, c'est du 2017 je pense. Le premier par exemple, objectif, on consolidera le scope fonctionnel et la cohérence de nos API web pour améliorer la connectivité du PIM. Ok, et bien ça, c'est pas terrible parce que c'est super précis. Et donc comme c'est super précis et comme on parle déjà de comment on va résoudre le problème, c'est dur de se l'approprier et de répondre de façon créative à ça. Donc c'est dur d'avoir de l'ownership en tant qu'équipe. Deuxième, on va changer la façon de faire pour faire des mises à jour automatiques de versions mineures pour les rendre moins coûteuses. Celui-là est presque encore pire parce qu'on dit vraiment le comment. On va automatiser des choses. Ok, donc ça marche pas. Le dernier, c'est le pire du pire, je dirais. Donc c'est lister, prioriser et shipper, donc livrer les features les plus pertinentes sur chaque stream produit, ensemble de produits, pour rendre l'utilisation de nos produits plus satisfaisant. Celui-là, ça revient à dire suivre le process. Parce que quand on fait du product management, c'est exactement ça. Comprendre les problèmes, apporter des réponses à ces problèmes, prioriser et avancer sur les sujets. L'idée, donc, c'est d'arriver à faire des objectifs qui soient le plus possible inspirants et ambitieux. Ambitieux, il y a 2 aspects là-dedans qui ne sont pas évidents. Ambitieux, ça peut aussi faire peur, parce que si on voit le truc trop loin, on se dit on ne va pas y arriver. Et puis inspirant, on est tous d'accord que dans nos boulots tous les jours, on ne fait pas que des choses qui sont inspirantes, et c'est normal. Donc, souvent, le truc là-dessus, c'est de parler plutôt du pourquoi, du problème, plutôt que de la solution. C'est ce qui rend le truc généralement plus intéressant. Un autre, on parlait donc dans la méthodologie OKR, on parle beaucoup d'objectifs et de qui résultent, et en fait, il manque une partie là-dedans. Une partie qu'on ne fait pas souvent apparaître, que sont les tactiques. Une tactique, c'est une action, un projet, quelque chose qu'on va faire pour avancer sur cet objectif. Et souvent, et en particulier dans plein de métiers, et en particulier quand on fait du produit, de l'ingénierie, de la gestion de projet, on pense sous forme de tactique. On pense à je vais construire tel projet, et pour construire tel projet, je vais le découper en plein de petits sous-ensembles de projets. Et c'est sur ça que je vais avancer. Ça, c'est des tactiques. Si on reprend, c'est rigolo parce que c'est des objectifs de l'équipe dont on a donné les objectifs au début d'exemple. Là, l'idée, c'était de lancer une nouvelle offre SaaS. C'était en 2017. Et en fait, là-dedans, on mélange 2 trucs. On mélange des qui résultent et des tactiques. Donc, on va le prendre sous forme d'exemple pour arriver à distinguer les deux. Le premier, c'était on a une nouvelle infrastructure, un nouveau système en V2 qui a été livré à telle date. Ça, c'est une tactique. C'est pas un qui résulte. C'est un projet, en fait. C'est une action. On fera une présentation un vendredi pour expliquer l'offre cloud et faire une session de Q&A avec les sales de marketing, etc. Ça, pareil, c'est une tactique. On aura 30 nouveaux clients sur cette offre. Ça, c'est un qui résulte. Et quand on regarde, celui-là, il a bien plus de valeur. Plutôt que de savoir si j'ai réussi à construire ce que je devais construire. C'est, ok, je l'ai construit, mais en plus, ça répond à un vrai problème parce que c'est utilisé par des clients. Et donc, ça crée de la valeur. C'est là où c'est intéressant. Définir un process tactique, moins de 10 problèmes remontés par des clients en prod, qui résulte, qui est un truc assez classique en termes de qualité. Et en fait, ce qu'on voit aussi ici, c'est dans la façon de le définir. Si on définit des tactiques à ce moment-là, très tôt dans le trimestre, avec les objectifs et les qui résultent, on les définit au mauvais moment, parce qu'on définit ce qu'on va faire au moment où on a le moins d'infos pour le faire. Alors que plus on va avancer sur le sujet, plus on va avoir des informations sur le problème et donc être capable de prendre des bonnes décisions. Donc ça nécessite de l'entraînement et apprendre à les différencier. Souvent, un bon différenciant, c'est qu'un qui résulte, c'est une métrique, donc il y a un chiffre dedans. Il peut y avoir des pièges, il peut y avoir des formes de oui-non ou autres, mais souvent c'est un bon distinguo. En lister un max et s'entraîner avec ça. Celui-là il est pas mal aussi. Les OKR, et surtout quand on amène les OKR dans une organisation, bah évidemment l'organisation elle n'a pas attendu d'avoir des OKR pour travailler ensemble. Donc la question c'est comment on connecte cet usage des OKR avec les pratiques qui existent déjà dans l'équipe et dans la boîte. Si on ne le fait pas, pareil ça marche pas ou ça marche pas bien. Donc l'idée ici c'est d'arriver à créer un lien avec toutes ces pratiques. Par exemple, si vous faites de l'édition ou du produit, bah vous avez souvent des roadmaps produits, vous faites peut-être des itérations, ce type d'outils ou de méthodes. Et il n'y a pas de règle en fait sur la façon de créer le lien. Nous, on va par exemple plutôt créer le lien en disant on a des roadmaps produits qui servent la stratégie produit et donc qui servent la stratégie de la boîte. À partir de ces roadmaps produits, on est capable d'identifier un objectif et on va travailler dessus. On le fait plutôt dans ce sens-là. Il y a des boîtes qui le feront dans l'autre sens. Autre point intéressant, quand on parle d'utilisation des OKR, et j'ai eu l'opportunité d'en discuter avec pas mal d'organisations différentes, et bien souvent ça part d'une super bonne intention,
Et puis, donc on démarre le quarter, on définit les OKR, et puis on en reparle à la fin du quarter. Et nous, les premiers, on l'a fait ça. Ben évidemment, quand on fait ça, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ancré, c'est pas une vraie méthode de travail, c'est pas ancré dans le travail au jour le jour. Et donc la bonne façon, ou un bon truc qu'on a trouvé pour l'articuler, ce truc-là, c'est de dire on revoit les qui résultent souvent avec l'équipe. Donc là, c'est les mêmes que ce que j'ai donné au tout début en exemple. Et l'idée, c'est quoi? C'est de les revoir à intervalles réguliers, donc une semaine ou 2 semaines, ça dépend des équipes. Et on le fait sous la forme suivante. On parle de revue de confiance. On ne parle pas de progrès, on parle de confiance. Quel est notre indice de confiance en tant qu'équipe pour atteindre cet objectif à la fin du trimestre? On fait sous la forme du ROTI, le truc un peu classique en réunion, de 1 à 5. Et c'est là où ça fait naître des discussions intéressantes. Sur une équipe de 5 personnes, quand il y a 4 personnes qui notent à 4, qui sont confiants pour atteindre cet objectif à 4, à un mois de la fin du quarter, et une personne dit 1, soit elle a une info que les autres n'ont pas, soit c'est l'inverse, mais en tout cas ça fait naître cette discussion. Pourquoi toi t'es pas confiant? Ou pourquoi vous l'êtes? Et c'est là où ça devient intéressant. C'est à partir du moment où on fait la confidence review que selon la note moyenne qu'on va avoir, on va prendre des tactiques. On va dire, ok, on est à 2 sur 5 en confiance, c'est quoi l'action qu'on peut prendre maintenant, tout de suite, ancrée dans la réalité, pour avancer sur cet objectif? Et c'est là où on va créer une mécanique vertueuse et qui marche avec l'équipe. Pour le remettre sur une timeline, tout ça, comment ça marche aujourd'hui chez nous? Ça marchera, il y a d'autres boîtes qui font autrement, etc. Donc là, on matérialise un trimestre, donc qui démarre début juillet, qui finit fin septembre. Donc là, c'est à partir de la semaine prochaine. Là, on commence à travailler justement sur les OKR avec l'équipe. Comment on fait aujourd'hui? Donc on est très loin du côté où, en gros, je définissais tout avant et ça arrive dans l'équipe. C'est plus comme ça. Maintenant, l'idée, c'est quoi? C'est Product Management et Engineering Management vont travailler sur les objectifs, sélectionner les bons objectifs pour les équipes et venir discuter et présenter ces objectifs, juste le haut. Avec les équipes, on va faire plusieurs ateliers où les équipes vont définir les métriques. Les métriques, c'est quoi? C'est comme le qui résulte sans le chiffre. On va dire la bonne façon de mesurer la température dehors, c'est les degrés Celsius. Mais on ne dit pas qu'il faut qu'il y ait 27 degrés pour faire un barbecue. On listait ces métriques, avec parfois des tactiques là-dedans. On fait le tri un peu dans les tactiques, ça permet de mieux apprendre à distinguer les deux. Une fois qu'on a les métriques, on s'arrange, on aide l'équipe à ne pas en prendre trop, et l'équipe va prendre le temps qu'il faut, une semaine ou 2, pour revenir avec le bon chiffre, en disant ok, est-ce qu'on est capable de réduire de 50% ou de 10% le nombre d'incidents, par exemple. Reviennent avec ce chiffre, et à partir de ce moment-là, on démarre le quarter. J'ai volontairement pas trop parlé durant cette presse de la notion de notation des OKR, qui est un truc qui est peut-être pourtant une des choses qui peut le plus freiner à l'appropriation. Pourquoi? Parce que ça peut être vu comme l'école. On met une note à la fin. Et donc, c'est frustrant par définition. Et d'où toutes les thématiques sur est-ce qu'il faut que ce soit super ambitieux, pas atteignable, ou réaliste, etc. Donc là, il y a plusieurs chapelles. L'idée, en fait, sur cette notation, et c'est pour ça que c'est bien avec des métriques, c'est que soit on l'a fait, soit on l'a pas fait. Et l'idée là-dedans, c'est pas de dire, c'est pas une mesure de performance de l'équipe. L'idée, c'est de dire, ok, on en a fait que la moitié, bah, peut-être que la fois d'après, on devra en mettre moins, ou travailler autrement. Elle est là, la valeur, en fait. Et donc après, régulièrement, et c'est là où ça nécessite un peu de discipline, on va faire des reviews de confidence, des KR, et définir des nouvelles tactiques. Tous les semaines ou tous les 2 semaines. Toutes les 2 semaines, pendant tout le quarter. On arrive à la fin du quarter, on commence à préparer la suite, 2 semaines avant à peu près, et on note à la fin. Et donc ça, c'est à peu près la mécanique qu'on a aujourd'hui, ou en tout cas qu'on continue à améliorer. Les bénéfices de l'utilisation des OKR, à mon sens. Le premier, c'est que ça nous permet d'être plus focus et plus concentré. En fait, c'est pas tant parfois dans ce qu'on va faire. L'important, c'est aussi ce qu'on ne fait pas. Et d'être très clair en tant qu'organisation et en tant qu'équipe sur on se concentre là-dessus parce que ça répond aux objectifs et donc par définition, on ne fera pas ça. Ça, c'est un aspect qui est ultra important. Un meilleur alignement, en général, et un meilleur travail entre les équipes. Encore une fois, c'est un outil qui est particulier, il y a encore une grande partie de l'équipe qui adhère pas à ça. Et ça, il faut être très clair, et même après 2 ans et demi. Et c'est normal, c'est quelque chose qui prend du temps. Et enfin, une meilleure communication. Et en fait, pour moi, les OKR, c'est un outil de communication. Elle est là, la valeur. Elle fait naître les bonnes discussions entre les bonnes personnes, entre différentes équipes, entre sales, marketing par exemple, entre différentes équipes produits, et de parler des bonnes choses, à savoir parler du pourquoi on fait les choses, et parler des problèmes, et un peu moins des solutions.
Qu'est-ce qui va suivre après chez Akeneo? Donc aujourd'hui, on disait on l'utilise sur 8 équipes différentes, donc produit, ingénierie, support, prod. On étend, continuer à améliorer nos pratiques d'abord, continuer à se débrouiller pour qu'on le construise toujours plus en tant qu'équipe et le moins possible comme un truc qui est poussé, on va dire, par la direction. On déploie au marketing et au pré-sales cette année. Et l'étape d'après, pour moi, c'est d'arriver à travailler de plus en plus sur des objectifs cross-team. Ce que je veux dire par cross-team, et là, on rentre dans un truc qui est pas évident. Souvent, pour une équipe, c'est plus simple si l'objectif, on le maîtrise du début à la fin. On est entièrement responsable qu'ils réussissent. Quand on commence à avoir des objectifs où on dépend d'autres départements et tout, c'est plus compliqué par définition, parce qu'on n'a pas la maîtrise de l'ensemble. Et ça, c'est pas évident. Donc ça, c'est l'étape d'après. On commence à le faire sur certains objectifs, mais on a encore beaucoup de boulot là-dessus. Si on doit retenir, disons, 4 éléments. 1, si la stratégie de la boîte, elle n'est pas claire, mais au sens ultra simple, et public et communiqué, public interne j'entends, et communiqué, c'est très dur de faire un truc comme ça marche pas. Les OKR, ça se construit à plusieurs. On peut utiliser plein de trucs différents selon les équipes, les activités. Mais le plus on le fait à plusieurs, le plus ça marchera. On n'en met pas trop. 2 objectifs et max 3 qui résultent par équipe. Et il faut ancrer cette pratique-là dans les pratiques existantes. Sans ça, ça ne marche pas, ça ne sert à rien. Voilà pour moi. Si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre. Et je répéterai peut-être les questions d'ailleurs. Du coup, on n'a pas de micro, mais n'hésitez pas à parler fort. Hurler. Vous présenter, quoi. Ouais. Juste par rapport à la... Tu disais que tu liais pas du tout la réussite de l'OKR à la rémunération, enfin à cette partie variable du salaire. Ah, très bonne question. Nous, on a une problématique sur le sujet pour motiver les gens si on s'est planté sur l'OKR. On est trop loin, on n'arrive pas à garder les mecs motivés sur un outil qui est trop élevé. Donc en gros, c'est comment on décide de killer l'OKR et de le changer En fait, en cours de quarter, et est-ce qu'on lie à la rémunération? ok. Sur le premier point de le changer, en fait, ce qu'on fait, c'est que donc on le définit 2 semaines avant le début du quarter et jusqu'à 2 semaines après, on peut le changer et on peut en enlever. Et souvent, ça arrive, on dit ouais, on va commencer par un POC ou un proto là-dessus pour être sûr à peu près qu'on y arrive et on le garde. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, et j'en ai pas parlé, moi j'utilise les OKR uniquement pour des objectifs d'équipe et ces objectifs d'alignement. Je ne l'utiliserai pas, c'est une conviction personnelle, pour de l'objectif individuel. Parce que ça, à mon sens, brouille le message et on peut créer dans les organisations des trucs un peu particuliers à base de c'est quoi, où est-ce que j'ai le plus d'intérêt? Est-ce que c'est d'avancer sur mon truc individuel où ma rémunération en dépend? Ou est-ce que c'est d'avancer sur l'objectif de l'équipe? Donc j'éviterai de mélanger les deux. Après, sur de l'objectif de performance individuelle, on fait évidemment des performance review annuelles, etc. Et c'est aussi pour ça que ça se prête, c'est plus ou moins difficile selon les typologies d'équipes. Par exemple, sur des équipes sales, c'est compliqué parce que typiquement, ta rémunération, tu as une partie qui vient du variable. Et donc souvent, on continue à utiliser du MBO ou d'autres objectifs classiques individuels qui sont décorrélés des OKR. Et une autre raison à ça, c'est que souvent l'objectif, on le veut ambitieux, là où quand on est un sales rep, on n'a pas envie de te dire ouais, et c'est bien si tu en feras 80% à la fin du trimestre, quoi. Donc j'éviterai de le faire en individuel. Moi j'ai une question sur. J'étais vachement intrigué par ton histoire de vote de confiance. Ouais. Et je me demande comment ça se passe. Est-ce que c'est comme un Shifumi où tout le monde le fait en même temps? Est-ce que c'est chacun son tour? Enfin, comment ça se passe concrètement en fait? C'est un Shifumi. C'est comme un Shifumi. C'est 1, 2, 3 et tu votes. Ok. Et justement, il faut que ça aille vite. Oui. Moi, la question qui me venait, c'est il y a des termes, j'imagine, que vous allez exclure complètement en fait en faisant rappel aux OKR. C'est par exemple les termes de performance, les termes de rentabilité. Est-ce que c'est venu au fur et à mesure en fait d'exclure ces termes-là et pour que finalement tes équipes adhèrent de plus en plus? Parce que tu faisais référence aussi à aujourd'hui, toutes les équipes n'ont pas encore adhéré à ça, aux OKR. Est-ce qu'à un moment donné, quand on prend le bénéfice des équipes qui ont adhéré et qui voient le bénéfice de plus forcément employer le terme de rentabilité, performance, etc., comment est-ce que tu peux faire adhérer aussi le reste des équipes par ce biais? C'est une discussion qu'on avait eue ensemble sur la question plus quantitative aussi de comment mesurer sur des choses comme ça.
Et c'est pas évident. Et on le voit, c'est aussi une question de maturité par rapport à l'outil et une confiance dans l'outil et dans ce qui en est fait, je dirais. J'ai pas de réponse toute faite sur ça, c'est pas évident. Je dis pas qu'il faut exclure la performance de ce truc-là, ou la mesure de la performance, mais pour moi l'effet il est plutôt indirect. C'est parce qu'on se met dans un contexte comme ça où on travaille bien ensemble dans la bonne direction et qu'on communique bien qu'on va arriver à de la performance. Et je mets pas dans le même sens. On pourra en rediscuter après avec plus peut-être d'exemples concrets. Ça dépend du métier. Ouais. Est-ce que tu as observé les phénomènes, le mot est un peu fort, je vais dire de silo, mais en tout cas de phénomènes de concurrence entre les équipes, un manque de collaboration, et est-ce que justement c'est pour ça que vous voulez créer des OKR cross-team ou ça n'a rien à voir? Non, c'est indépendant. En fait, des effets silos, t'en as toujours. Et c'est toujours un truc qui est délicat, parce qu'en même temps, tu veux des équipes le plus autonomes possible sur un sujet et qu'ils le possèdent en entier du début à la fin. Et dans le même temps, tu veux travailler ensemble. Non, le côté objectif. Donc ouais, on a eu des effets silos dans les équipes. Après, justement, on essaie toujours d'avoir des équipes le plus possible pluridisciplinaires. Donc par exemple, quand on a commencé avec l'équipe SRE DevOps, c'était une équipe à côté des autres équipes de dev. Ça a créé un silo énorme. Maintenant, on dit plutôt on a un DevOps par équipe et déjà, ça fonctionne beaucoup mieux. Ça, c'est une forme de réponse. Sur le côté cross-team, en fait, pourquoi je veux aller vers des objectifs cross-team? C'est que pour moi, les objectifs, ils doivent être de plus en plus business. Et donc, par définition, vendre et lancer un nouveau produit, tu le fais pas avec juste une équipe de dev ou de product management ou des commerciaux tout seul ou du marketing tout seul. Ça devient un truc qui est d'ensemble, d'équipe, d'où l'intérêt de cet objectif. Mais ça, c'est difficile. Ça, j'ai pas encore, on n'a pas trouvé on n'a pas hacké le truc encore. Ça va arriver. Ouais. Question qui peut brûler les lèvres de tous les gens qui bossent dans la tech. Est-ce que tu utilises un outil en particulier? Ah, je vais vous faire une réponse tellement décevante. J'utilise Google Calc. Non, pour plusieurs raisons. Dans les faits, on a fait des études de différents outils. J'ai pas encore regardé d'ailleurs ce que vous faites, mais promis, je regarderai. Pour plusieurs raisons. Parce qu'il y a un sujet dont j'ai pas parlé ici, c'est que je pense que la bonne façon de le mettre en place, justement, c'est par équipe, petit à petit, et que ça remonte dans l'organisation. Là où la plupart des outils, pour avoir regardé ce qu'ils faisaient, j'ai pas regardé celui que vous faites, mais la plupart, en fait, ils partent sur des cascades. C'est-à-dire qu'on définit les OKR au niveau de la boîte, au niveau du département, de chaque équipe et des individuels. Et ça, je pense que c'est une grosse connerie, mais c'est mon avis sur le sujet. Parce que si on fait comme ça, en fait, on va contraindre chacun à rentrer dans les cases qui ont été définies par d'autres, et petit à petit, on arrive à un truc tellement réduit et étroit et sans marge de manœuvre qu'on va faire un truc par définition pas créatif et un peu naze. Moi, je pense, et pour en avoir discuté avec différents consultants, qu'il vaut mieux justement les lier entre eux, mais pas chercher à rentrer ça dans une structure trop rigide. Pour ceux qui font de la programmation et qui aiment bien la programmation orientée-objet, je crois plus en la composition qu'en l'héritage sur ce genre de truc. Désolé pour le parallèle pour les non-tech. Mais il y a sûrement de très bons outils. Ouais. Tu parlais du lien avec les sales. Ouais. Ça te paraît complètement antinomique avec leurs objectifs actuels? Et est-ce que vous envisagez de vous faire accompagner ou est-ce que vous avez déjà été accompagné pour mettre en place En fait, on commence par là on travaille avec les pré-sales, qui est une partie qui est l'avant-vente, qui est entre le technico-commercial, donc c'est le chemin naturel. Non, en fait, le truc, c'est que sur des activités comme sales et marketing, il y a déjà beaucoup de travail autour des métriques. Par exemple, pour le marketing, a priori, c'est assez facile à mettre en place parce qu'il y a déjà toute cette notion de funnel et on mesure à tous les niveaux. Là où, étonnamment, en produit ou en ingénierie, on a moins cette approche, enfin moins naturelle. Donc sur les sales, non, par contre, il faut le rendre complémentaire. Je pense qu'il faut garder toute la partie objectif individuel ou d'équipe machin qui est liée à la rémunération à part. Et par contre, mettre des objectifs plutôt ambitieux de boîte sur des lancements de nouvelles offres ou, je sais pas, du ramp-up, des trucs comme ça, qui sont plutôt des objectifs d'équipe pour être meilleurs ensemble plutôt que du pur chiffre, quoi. Ouais. Dernière question, moi, c'est sur la cadence. Ouais. Tu parlais du coup de la cadence. Et justement, je me demandais comment est-ce qu'on arrive à faire coïncider donc un rythme cyclique pour l'équipe produit et l'équipe tech avec un flux tendu des sales. Enfin, dans tout ce qui est, parce que c'est clair, c'est cyclique. La cadence, il n'y a pas de... Dans des organes de notre taille, cette cadence-là, elle est classique. Et dans les plus grosses orgas aussi, je travaille généralement
objectif de boîte annuel et après par département ou équipe quarter. Je pense qu'il n'y a pas de problème ou de bloqueur à avoir des cadences différentes entre équipes. Et je pense même que dans une approche où on essaie de l'introduire ou de le commencer, je pense qu'il vaut mieux alléger la pratique et dire bon, non, on va définir un objectif qui est un objectif ensemble de 2 semaines ou d'un mois, en allégeant un peu sur la partie KR et tactique aussi pour ancrer le truc de façon un peu naturelle. Notre objectif commun, 1 mois par exemple. Ça suffit déjà à ancrer le truc. Je pense que après, ça pose des questions, c'est des objectifs cross-team, mais il n'y a pas de nécessité d'avoir le même rythme pour tous, a priori. Même si c'est plus pratique si tu le fais comme ça. Une dernière question? Une dernière question Ouais. par rapport à la cadence aussi. Ouais. Comment vous communiquez à vos investisseurs? En gros, nous, on vient de se faire racheter par un grand groupe. Hmm. Et là, on est en train de faire le budget 2019-2020. Ok. Censé savoir ce qu'on fait en août 2020. Hmm. Comment on arrive dans une logique de quarter avec Hmm. la communication aux investisseurs, dans votre cas, et enfin, nous, au budget, quoi. Comment En gros, comment on arrive à expliquer au budget? Ouais. qu'il faut travailler? Comment tu fais tes budgets avec ça? J'ai pas vu de changement particulier par rapport à ça. Non, avec les investisseurs, on communique plus sur les objectifs globaux de boîte, le progrès sur ces choses-là. On communique pas forcément sur les OKR, sur les KR. Les objectifs, ouais, après les KR, non. Donc non, là j'ai pas... La structure de boîte, elle n'est pas définie en quarter, en fait. Vous savez déjà ce que vous allez faire au Q4, par exemple. Plus t'es loin, plus il y a de fortes chances que tu en vires la moitié de ce que tu as prévu de faire. Donc ouais, un quarter ou 2, ouais, forte chance que ce soit ça. Plus il y a de fortes chances qu'on change beaucoup de choses. Par exemple, quand on a lancé l'offre SaaS, on arrive, on dit on lance ça, tu prends ta roadmap, t'en arraches la moitié, ça balance, tu fais ça. On a fait une acquisition fin 2017, pareil, tu prends ta roadmap, t'arraches, tu fais autre chose. Donc ouais, lors de 6 mois, 1 an, ouais. Mais on communique pas via les OKR. On pourra en reparler après si tu veux. Après le meet-up. Merci beaucoup. Ça va ? C'était super nice. Ouais. Je te rends tes affaires.